Donc bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui s'était passé sur les meetings HSV, on avait pas mal parlé de hacking Android. Et il me semblait donc normal de faire un talk sur le hacking Android à la MDH. Donc on va parler notamment du système Android, de sur quoi il est basé, comment il fonctionne, ainsi que les systèmes de permission, de pactage, d'SDK qui permettent de développer sur Android, ainsi que, bien sûr, le mode de débogage. On verra par la suite tous les canaux de communication entre applications et Internet, ou le monde extérieur, et puis les canaux de communication qui existent entre plusieurs applications. On verra ensuite le pilotage à distance des téléphones Android. Autrement dit, comment on peut prendre le contrôle d'un téléphone Android à l'aide d'un autre téléphone, et comment on peut provoquer à distance des actions sur le téléphone qui a été backdooré en quelque sorte. On terminera par un petit hack de l'API Java sur Android. On va voir ce qu'il est possible de faire, comment on peut le faire, et qu'est-ce que ça offre comme possibilité au niveau des terminaux Android. Et pour finir cette présentation, je vais vous présenter un petit tool que j'ai développé, un petit proof of concept, qui reprend en fait tout ce qui a été vu dans les slides précédents, et qui met en application ces techniques afin d'obtenir un effet assez sympa. Donc ce sera l'application Spy Your Wife. Je pense que le nom est assez évocateur. Donc, pour commencer, le système Android. Bon, tout le monde le sait, Android c'est Google, ça appartient à Google, c'est Google qui maîtrise toute la plateforme Android. C'est un système d'exploitation qui est à la base open source. Je dis bien à la base parce que, en fait, tout n'est pas forcément open source. Les avantages d'Android, il y en a plusieurs en fait, comparé à l'iPhone par exemple, qui est un de ses concurrents. Android a le gros avantage de proposer un SDK qui est ouvert et gratuit. C'est-à-dire que n'importe qui peut développer sur Android en téléchargeant le SDK qui va bien, qui est gratuit et qui fonctionne sur Eclipse. Le code d'Android, à savoir le code du noyau notamment, et le code de toute la partie système d'exploitation Android, donc toutes les applications basées autour du noyau, est open source. On peut donc récupérer un système Android, le modifier, le compiler, le réinstaller, flasher un phone quand c'est possible, sur certains types de phones. En plus de ça, on a un émulateur qui est aussi fourni. C'est-à-dire que Google a développé un émulateur basé sur QEMU qui permet de simuler un système Android et de tester les applications. Donc c'est pratique aussi pour les personnes qui développent sur Android. Elles peuvent vérifier que leur application fonctionne bien sur différents types de terminaux, différentes versions, etc. Et bien sûr, on a aussi un plugin spécifique pour Eclipse qui permet de développer et qui s'interface en fait avec tout le SDK ainsi que l'émulateur. On peut débugger l'émulateur, on peut faire pas mal de choses. Donc au niveau développement, c'est un outil formidable. L'avantage qu'a Android par rapport à l'Apple Store ou à tous les développeurs sur iPhone, c'est qu'on n'est pas obligé de payer une redevance annuelle pour développer sur le terminal. Par contre, si on va être sur le market, il faudra s'acquitter d'un forfait de 25 $, mais qui est payable juste une fois. Ce n'est pas payable par an, vous créez votre compte sur l'Android Market, et après vous pouvez diffuser vos applications comme vous voulez. Les fonctionnalités des téléphones Android. Alors ces fonctionnalités, on les retrouve, ça dépend des modèles de téléphone, mais majoritairement sur les terminaux actuels, elles sont présentes. Donc on a notamment la première fonctionnalité qui est la connectivité Wi-Fi. C'est-à-dire que la grande majorité des terminaux Android intègrent un chipset Wi-Fi. Après, ça offre un grand nombre de possibilités. Autrement dit, je peux essayer de faire un système de war driving. Bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actu, c'est déjà le cas. J'ai déjà développé une appli de war driving sur Android. Donc c'est tout à fait faisable avec le chipset Wi-Fi. En plus de ça, on a de la connectivité GSM. Donc on peut émettre des appels, émettre des SMS, des MMS. On n'a absolument aucune limitation. On a aussi un système de GPS qui est présent sur la plupart des terminaux. Couplé GPS et Wi-Fi, vous avez un duo de choc pour faire du war driving. D'autres fonctionnalités un peu moins connues, on a les capteurs de proximité, d'orientation. On peut détecter si un téléphone est ta tête en bas, si on manipule, si on le tourne, c'est aussi intéressant. Ainsi que la connectivité Internet qui, maintenant, est quelque chose de prépondérant sur les smartphones. Sans connectivité Internet, on peut utiliser des applications comme Twitter ou les applications Facebook. Donc si on couple tout ça, on a quasiment les mêmes possibilités qu'un ordinateur normal, avec en plus la possibilité de se connecter à des réseaux Wi-Fi plus le GPS. Le modèle de sécurité d'Android est basé sur ce qu'on appelle des permissions. Autrement dit, une application qui veut s'installer sur votre téléphone, ou que vous voulez installer sur votre téléphone, va requérir des permissions. Un accès, par exemple, à votre répertoire de contacts, un accès à Internet, un accès à toute la partie SMS pour émettre ou recevoir des SMS.
Tout ça, c'est basé sur des permissions. Et les permissions, eh bien, elles sont paramétrées dans le système et ce sont elles qui vont brider, en quelque sorte, les fonctionnalités d'une application. Chaque application tourne dans un environnement séparé, un environnement cloisonné. Donc, chaque application a ses propres fichiers, chaque application manipule ses propres données, et ces données-là ne sont pas directement accessibles par une autre application. L'avantage de ce système de cloisonnement, c'est que ça permet d'éviter l'intrusion d'une application dans une autre. On verra aussi qu'il y a ça un inconvénient. Donc, le SDK, je l'ai déjà dit, donc c'est fourni par Google, il est mis à jour régulièrement, donc ça c'est un point important, disponible sur Windows et Linux, et ce SDK permet de faire ce qu'on appelle des fichiers APK, les fichiers APK étant les packages d'applications pour Android. Lorsque vous développez une application avec le SDK, vous développez ça en Java, bon c'est quand même pas Java, désolé pour eux, mais vous développez ça en Java, et toute votre application se base sur un framework, le SDK Android, qui a une partie écrite en Java. Et cette API en Java, eh bien, elle est intégrée automatiquement dans le SDK et dans le plugin Eclipse. Et elle va être intégrée automatiquement, donc, dans chaque APK que vous créez. Une fonctionnalité qui est assez connue sur les terminaux Android, mais qui peut être assez problématique, c'est le mode de débogage. Si vous allez dans votre menu de paramètres, dans l'onglet Applications, vous pouvez activer le mode de débogage. Bien sûr, il y a quelque chose qui vous dit que c'est dangereux, qu'on peut faire n'importe quoi avec le mode de débogage, que ça peut causer des problèmes, des atteintes à l'intégrité de votre système. Bon, c'est le cas, il ne faut pas se leurrer. Mais pas mal de personnes utilisent le mode de débogage pour forcer l'installation d'applications ou pour développer sur Android. De même, une option permet d'installer des systèmes de sources inconnus. Donc on peut installer des applications qui proviennent de sources bizarres, à savoir que les applications normales Google sont signées. Donc il y a une vérification qui est faite sur le certificat. Et pour synthétiser la sécurité au niveau de terminal Android, ce qu'on peut résumer, en fait, c'est tout simplement que l'utilisateur est responsable de sa propre sécurité. Si vous activez par hasard le mode de debug, quelqu'un pourra facilement manipuler votre téléphone. Si vous activez l'installation d'applications non trustées, eh bien quelqu'un pourra installer une application qui est non sûre, non signée par Google, ou une application qui ne vient pas du market. À savoir qu'il y a pas mal de markets parallèles, et dans ces markets parallèles, pour les utiliser, il faut accepter l'installation d'applications non sûres. On trouve beaucoup d'applications sur le market, et notamment certains malwares. Vous avez peut-être suivi les actualités sur le système Android. On a pas mal d'applications, notamment basées sur Droid Dream, qui sont des repackages d'applications classiques, avec en plus un malware intégré qui va router votre téléphone, qui va prendre le contrôle complet du téléphone. Eh bien, ces applications utilisent des canaux de communication pour transmettre vos informations privées à l'extérieur. À savoir qu'un téléphone, ça contient énormément d'informations qui ont de la valeur, pour des commerciaux par exemple. À commencer par toutes vos listes de contacts, avec des mails, des numéros de téléphone, des noms, des prénoms. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez récupérer d'un téléphone. Mais aussi le code email, le numéro d'identification matériel de votre téléphone. Vous pouvez aussi récupérer la liste des réseaux Wi-Fi qui sont paramétrés, avec les clés qui sont accessibles en clair. Donc tout ça, c'est critique. Tout ce que vous mettez dans votre téléphone, si un malware arrive sur votre mobile, eh bien ça peut être extrait. On va voir notamment comment ça peut être extrait, notamment à l'aide des canaux de communication ouverts et cachés. Donc on va voir ce que c'est et comment on peut, on va dire de manière scénaristique, mettre en place cette récupération. Bon, sur Android, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout est à peu près bloqué. Il y a quelques vulnérabilités qui ont été trouvées, mais vu que c'est mis à jour assez régulièrement, eh bien, ces vulnérabilités sont patchées. Entre applications, on ne peut pas dialoguer comme on le voudrait. On ne peut pas accéder à des fichiers d'autres applications, on est assez limité au final. Donc comment faire pour transférer de l'information confidentielle à l'extérieur du téléphone? Eh bien, on peut utiliser des canaux de communication génériques, à savoir des requêtes HTTP, basées sur HTTP, HTTPS, ce qui est tout à fait envisageable avec la connectivité Internet. En plus, le SDK fournit tout ce qu'il faut pour faire ça. Même pas besoin de hacker le téléphone, c'est prévu, c'est une fonctionnalité. On peut aussi utiliser des SMS. Pourquoi pas? Imaginons qu'on envoie un SMS qui contient des données. Bon, on est limité à 133 octets de données, mais c'est pas grave, on peut le faire. Et on a un autre système qui s'appelle les Intent, qui est un système purement applicatif Google, qui consiste à faire envoyer de l'information entre deux applications avec un système de messages qui est broadcasté. On peut aussi s'en servir pour faire dialoguer deux applications. Ou alors, il y a deux moyens de communication entre applications qu'on peut aussi mettre en place, basés sur ce qu'on appelle des covered channels.
Donc vous trouvez par exemple des systèmes de communication par état de LED. Une application paramètre la LED, allumée ou éteinte, et l'autre récupère l'état, en passant par le matériel. Ça se fait aussi sur iPhone avec le jack audio pour transférer de l'information à l'extérieur. On peut aussi, pour une application, faire varier le nombre de threads, à savoir que Android gère le multitâche, et donc le multithreading. À partir de là, on peut faire varier le nombre de threads. Une application monitor un fichier qui est accessible en lecture, seul, qui est basé sur un système basé Unix, donc /proc /PID, et on peut lister l'ensemble des threads. En faisant varier ça au cours du temps, on peut passer des données. C'est une technique comme une autre permettant de faire transiter de l'information. Android est basé sur ce qu'on appelle des activités. Donc on parlait de processus et de threads. Et bien ici, c'est ce qu'ils appellent des activities. Donc c'est un terme purement Android. Et une application peut avoir une ou plusieurs activities. Les activities peuvent envoyer et recevoir des intents, ce qui permet de faire dialoguer en quelque sorte des éléments d'application entre eux. Et ça peut être aussi des éléments d'application différentes. Donc c'est un moyen qui a été prévu par Google pour notifier des applications à partir du système de certains événements. Et en mettant en place certains éléments, on peut récupérer ces notifications et réagir dessus. Pour les applications malware qui vont communiquer via des canaux un peu particuliers, les covert channels, les canaux de communication cachés, peuvent être utilisés pour transférer des données entre applications ou directement entre le téléphone et Internet. Alors, généralement, ils sont basés sur des canaux inoffensifs, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas surtout prévu. Notamment, comme on l'a dit, par exemple, l'état des LED. Ça peut être aussi en modifiant le nombre de threads. Et ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que plus un canal de communication est furtif, plus il est compliqué aussi à implémenter, et moins on pourra faire transiter l'information. Voilà, ça devient assez critique parce que si on essaie de faire quelque chose qui est très difficile à détecter, on pourra faire passer que quelques octets d'informations. Pour les applications qui doivent faire sortir des contacts ou autres, c'est très difficile. Et donc, certaines applications utilisent des canaux ouverts, donc des moyens de communication simples, mais celles-là sont forcément facilement détectés. Quand vous faites des requêtes HTTP via du Wi-Fi, on sniffe, on récupère, on voit s'il y a des données privées qui transitent. C'est très facile à détecter. Pareil pour les SMS ou les MMS, ainsi que les connexions TCP. Donc, ce qu'il faut retenir ici de ces canaux, c'est que l'utilisateur est encore une fois très vulnérable. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce que les permissions ne sont pas toujours vérifiées par l'utilisateur. Donc, comme on l'a vu, certaines applications nécessitent des droits. Ces droits permettent de faire des canaux cachés ou des canaux ouverts. Et si l'utilisateur ne vérifie pas, par exemple, qu'une application telle que la lampe torche eh bien, a besoin de lire tout le carnet de contact, un accès à Internet, etc., là, ça devient critique. Pour ce genre d'application, il n'y a pas besoin de ce type de permission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'utilisateur, je l'ai dit tout à l'heure, est responsable. C'est à lui de juger l'ensemble des permissions pour les activités et d'essayer de deviner ce qu'il va pouvoir faire, ce que l'application va pouvoir faire avec ses permissions. Et ça, c'est très difficile, surtout pour les personnes qui ne sont pas techniques. Alors Google a essayé d'arranger la chose en mettant notamment des alertes au niveau d'Android, avec des textes qui ne sont pas forcément très parlants, mais passons. Certains certains canaux de communication cachés, via certaines applications diffusées sur le market, requièrent par exemple la permission Read Phone State, qui permet de lire l'état du téléphone, et Internet. Et dans le market, avec un peu de social engineering, c'est-à-dire en mentant ouvertement à tout le monde, on peut dire « Ah non, on a une connectivité Internet, mais on diffuse surtout pas vos données privées », alors qu'on sait pertinemment qu'en parallèle, on le fait, directement. Donc là, il y a pas mal d'applications qui font ça. Si on regarde ce qui est mentionné sur une application dans le market et ce qu'elle fait réellement, c'est là où on a de grosses surprises. Et pas qu'avec des applications, on va dire, malveillantes ou d'origine douteuse. Certaines grosses applications via des éditeurs assez connus, eh bien, ces applications leakent énormément d'informations. Une fois qu'on a forcé l'utilisateur à installer une application, en le blousant sur l'ensemble des permissions, en le forçant, en manipulant, eh bien, la transmission des données privées peut se faire, notamment via les canaux ouverts, comme on l'a vu, ce qui est le plus simple à implémenter, mais c'est aussi ce qui est très facilement détecté. Mais au final, on peut facilement mettre en place du chiffrement, à savoir que l'API fournit toutes les applications, tous les primitifs pour faire du chiffrement. Donc si on ne veut pas être grillé, eh bien on va chiffrer, tout simplement. Et comme ça permettra à une application qui intercepte la communication de ne pas savoir ce qui transite. Et donc tous les outils d'alerte, de monitoring qui vous disent attention, vos données privées fuient de votre téléphone, eh bien ces applications ne fonctionneront plus. Donc en gros, une fois qu'une application est installée,
eh bien le téléphone est foutu. C'est-à-dire que votre vie privée, elle est foutue. Avec une application ici qui est malveillante, hein, je rappelle. Alors, du point de vue de l'attaquant, avec tout ce qu'on a vu précédemment, la possibilité de forcer l'installation par le mode débugage, par exemple, avec la DB qui est assez poussée, alors je ne l'ai pas mentionné forcément, mais bon, ça reste une possibilité. On a aussi la possibilité de forcer l'utilisateur d'une certaine manière à installer les applications en contournant les restrictions via les permissions. Eh bien, une fois qu'on a réussi à installer une appli sur un téléphone, on peut envisager d'en tirer parti. Autrement dit, d'essayer de prendre le contrôle du téléphone et faire quelque chose avec. Donc on va voir notamment dans cette partie de la présentation ce qu'est le polling Internet, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir pour piloter le téléphone. On va parler aussi des systèmes de SMS et tout particulièrement d'une classe de SMS qui est assez particulière, qui s'appelle la classe 0. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on veut prendre le contrôle d'un téléphone, on a deux manières de faire. Soit on utilise le polling Internet, donc on veut par exemple, je sais pas moi, exécuter plein d'actions malveillantes, etc. Soit on utilise le polling Internet, c'est-à-dire qu'on fait des requêtes régulières avec une application en arrière-plan pour récupérer des données ou des ordres à exécuter. Le problème avec les smartphones Android, c'est que ce polling Internet, il n'est pas si facile à faire. Soit on met en place ce qu'on appelle des triggers, c'est-à-dire des éléments qui vont réagir sur certaines actions. L'Internet polling via HTTP, par exemple, eh bien, requiert plusieurs choses. Déjà, il faut une application en arrière-plan, qui reste tout le temps en arrière-plan. Ce n'est pas possible avec Android. Pourquoi? Parce qu'Android a un système d'optimisation qui va killer les applications qui ne sont pas utilisées lorsque le système est verrouillé ou qu'il n'est pas en activité. Donc, problème. De plus, il faut un script côté serveur. Le script côté serveur, il faut avoir un compte, il faut pouvoir le coder, il faut pouvoir le déployer, etc. Ce n'est pas évident. Donc on a pas mal de freins ici à ce polling Internet. La solution, c'est d'utiliser les triggers, c'est-à-dire de mettre des systèmes en écoute d'événements qui, lorsque ces événements vont se produire, vont générer des actions. C'est exactement ce qu'on souhaite faire. On souhaite déclencher à distance des actions. Donc on peut faire ça par exemple avec du SMS. Il suffit qu'une application Android écoute tous les SMS, sur un texte particulier, elle réagit et elle exécute une action malveillante. Bon, ça c'est sur la théorie. Après, pour la mise en pratique, c'est différent. On peut aussi faire ça sur un coup de téléphone. Si un tel numéro appelle, alors on déclenche telle action. Ou la géolocalisation. Si je me trouve proche de ce point, je déclenche telle action. Donc les appels SMS et les téléphones, ça peut être très facilement intercepté avec des fonctionnalités Android. Rien de difficile. La géolocalisation, ça suppose qu'on a de GPS activés ou des outils d'activer, etc. C'est pas évident. Dans ce cas de figure, aucune application en background, l'activité est chargée par l'OS. Les avantages, c'est que c'est facile à implémenter, ça fonctionne même quand la connexion Internet est coupée, et ça fonctionne aussi lorsque le téléphone est en attente. Alors les meilleurs triggers, bien sûr, c'est les SMS et les appels téléphoniques, parce qu'ils n'ont pas besoin de connexion Internet. Bon, je rappellerai ici que les SMS peuvent être interceptés, et qu'on a différentes classes. La classe qui nous intéressait, c'est la classe 0, des SMS qui sont normalement envoyés par l'opérateur, et qui doivent être affichés directement, contrairement aux SMS de classe 1, qui sont les SMS normaux. Donc normalement, un SMS 0, c'est jamais envoyé par un utilisateur. Lorsque le système Android reçoit un SMS, il va déployer, va notifier toutes les applications qu'il a reçues un SMS. C'est fait notamment avec une intent particulière, qui est android.provider.téléphonie SMS received. Lorsque cet intent est envoyé, et que l'application a mis en place ce qu'on appelle un intent receiver, un élément qui permet de recevoir, d'être notifié de cet événement, eh bien on a une partie du code, ici, qui va être appelée, et qui va être notifié de l'arrivée du SMS. À partir de là, il suffit juste de traiter le SMS et de faire l'action requise. Problème, vous allez me dire, c'est que ce SMS, il va être transmis ensuite aux autres couches des systèmes et il va donc apparaître dans la liste des SMS. Et c'est là que l'API Android est assez sympa. Voyons comment on peut faire pour éviter justement ce type de choses. Eh bien, on a une priorité qu'on peut paramétrer. Et au niveau programmation, on peut tout simplement lui dire d'annuler le broadcast. Donc on met une priorité très haute au niveau de notre receiver, il récupère en premier et on coupe ensuite le broadcast. Tout ça peut être fait notamment à l'aide du piratage de la couche Java. Voyons voir comment ça marche. Eh bien, on va se baser sur ce qu'on appelle la réflexion. La réflexion, c'est la possibilité pour une application de faire de l'introspection, voir ses types, ses classes, modifier dynamiquement son code et ses éléments. Donc, la question est, est-ce qu'il y a un moyen, par hasard, de modifier les droits d'accès aux méthodes, si on suit le modèle objet, pour accéder aux méthodes qui sont normalement cachées? Eh bien, il y a un moyen, à l'aide de cette réflexion.
on peut, avec la réflexion Java, modifier les permissions d'accès, c'est-à-dire une méthode d'un objet qui est normalement private, on peut la mettre en public et l'appeler directement. Ce qui va nous permettre d'envoyer des SMS classe 0. Les SMS classe 0, on est un peu bloqué. Pourquoi? Eh bien, parce que normalement, la téléphonie Android permet d'envoyer que des SMS de classe 1. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui s'appelle send text message qui envoie juste du texte. Et c'est du classe 1. Toute la couche sous-jacente qui permet d'envoyer du SMS classe 0 n'est pas accessible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une petite fonction qui s'appelle send-row-pdu qui permet d'envoyer un SMS en brut, c'est-à-dire en codage PDU, qui est le mode de codage des SMS. Et cette méthode est privée. Donc on va aller la rendre publique. Avant quand même de rendre la méthode publique, il faut voir comment se passe ce codage. Donc le PDU, c'est tout simplement un mode de codage en hexa qui permet de dire quel type de message on va envoyer. Et dans ce PDU, il y a un champ qui est très important, c'est le data coding scheme, le champ qui précise le codage des données. Donc les bits 0 et 1, c'est la classe du message. Tiens, bizarrement, c'est ce qui nous intéresse. Et donc pour forcer un PDU à être en classe 0, il faut mettre les bits 7 à 4 à 1 et les bits 1 à 0 à 0. C'est-à-dire qu'on génère un message normal avec Android et on patch à l'aide de certaines méthodes de l'API les bits qui sont bons. Et ensuite on l'envoie en brut, en PDU. À savoir que sur Android, un SMS peut récupérer le PDU équivalent. Donc là, rien de difficile. Toute la partie tricky, ça va être d'avoir accès à ces fonctions send-row-pdu. Donc c'est réalisé avec un petit bout de code Java, avec la réflexion justement. Donc on récupère une référence sur la méthode send-row-pdu à ce niveau-là. Et tout simplement, on va faire setAccessible égale true. Autrement dit, on va la rendre accessible. Donc une méthode privée va devenir publique. Et ensuite, il suffit juste de l'appeler et de faire le patch juste avant. Donc vous avez ici le patch qui est effectué. On paramètre ici l'octet qui précise le coding. Et on invoque la méthode qui en a récupéré. Autrement dit, on va invoquer send-row-pdu qui va aller ensuite transférer le SMS classe 0 au système de téléphonie qui va envoyer le SMS et ça va partir directement sur le réseau opérateur. Avec tout ce qu'on a vu là, le piratage notamment, enfin le hacking de la couche Java, ainsi que le moyen d'envoyer des SMS classe 0, eh bien, on peut envisager de faire une application qui permet de géolocaliser une personne. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, on va mettre un mouchard sur le téléphone que l'on souhaite géolocaliser, avec différentes permissions. On va l'installer nous-mêmes, et on va donc forcer ce téléphone à nous envoyer, à réagir sur une action, afin de récupérer la localisation. Les ordres vont être envoyés en SMS classe 0, de manière à ne pas interférer avec les SMS classe 1. Pour nous, c'est ce qui va nous permettre de faire un canal de communication caché. Et à partir de là, eh bien, on a un client qui va utiliser ces SMS, qui va envoyer les ordres et qui va faire la géolocalisation. Donc il y en a deux parties dans cette application. On a un récepteur de SMS qui va réagir sur des SMS classe 0 avec des flags, des ordres bien particuliers. Et on a une application cliente qui va envoyer, toujours par des SMS classe 0, des informations. Tout se passe par SMS, pas de connectivité Internet requise, on peut géolocaliser l'application. Quelques tricks pour la géolocalisation. Donc on utilise la géolocalisation par réseau proche. C'est-à-dire ici, dans le proof of concept, je n'ai pas trop poussé la géolocalisation. Mais sachez que vous pouvez l'émuler à l'aide des réseaux Wi-Fi. Avec une API Google, on peut prendre un ensemble de réseaux Wi-Fi que l'on scanne. À savoir que le système Wi-Fi, on peut l'activer sans l'avis de l'utilisateur. Et ensuite géolocaliser sans problème. Mais ça requiert une connexion Internet. Donc c'est quelques petites contraintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite démo de cette application au niveau de son fonctionnement, du client que vous voyez. Et je pense que je la reliserai à la suite de la NDH pour que vous puissiez l'utiliser avec le mouchard qui va bien. Alors c'est juste un proof of concept, hein, c'est assez visible, il y a pas mal de debugs. C'est juste pour montrer qu'avec Android, eh bien, on peut faire des applications assez cool qui permettent de localiser les personnes à distance. Bon, j'ai un téléphone Android, qui est le mien d'ailleurs. Une caméra, bon, c'est un peu en route, mais c'est pas grave. Donc j'ai une application cliente. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir correctement, mais ouais, ça fait très bleu en tout ça. En gros, il y a Google Maps avec un champ en bas et un bouton qui permet de rechercher. Je ne sais pas si c'est visible, on va essayer de faire ça bien. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est saisir le numéro de téléphone d'un de mes collègues qui a le mouchard, bon, qui doit se trouver ici en ce moment, mais c'est pas grave. Et ce numéro de téléphone va permettre d'envoyer un SMS classe 0, récupérer la réponse de la géolocalisation, et ça va s'afficher sur la map. Donc on y va, hop.
Donc je rentre son numéro de téléphone, je ne monte pas à la cam, ça évitera les problèmes, sinon il va me tuer. On patiente un petit peu, en espérant qu'il n'y ait pas l'effet démo qui rentre en action. Alors, je sais pas, ça va être très visible. Est-ce que vous voyez à peu près le Google Maps en flou là? Ouais, alors forcément ça attend deux plombes. Voilà, et hop, je l'ai localisé, le petit point rouge ici, c'est mon collègue. Donc il y a eu un envoi d'SMS, réception et une localisation. Et si vous avez l'œil un petit peu attentif, vous pouvez voir que c'est Disneyland. Donc il se trouve ici même. Donc cette application est assez sympa. Elle utilise tout ce qu'on a pu voir précédemment. Tout ça pour arriver à quoi? Tout ça pour dire qu'Android, eh bien, est-ce que c'est le meilleur système qu'on ait vu du point de vue utilisateur? Ou alors, est-ce que c'est un des meilleurs systèmes qu'on puisse utiliser pour faire du hack ou pour pirater des personnes? Eh bien, pour synthétiser tout ce qu'on a vu précédemment, les utilisateurs d'Android, on peut compter sur eux pour pourrir leur sécurité. Et ils le font eux-mêmes. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que en installant des applications qui ne sont pas trustées, en activant le mode débugage pour router leur phone, en routant leur téléphone, ils réduisent en fait leur sécurité à zéro. Ce qui est assez impressionnant en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends un utilisateur Android dans la salle, qui a le debugging activé, je suis sûr qu'il y en a au moins un. Je plug un câble USB, je tape une commande dans mon shell, je lui installe le mouchard, je peux le localiser après quand je veux. Et c'est qu'une des possibilités qu'offre Android. En plus de ça, l'API Java peut être piratée très facilement. Et bon, Google est au courant de cette vulnérabilité, mais tous les routines internes en Java, on peut les attraper, on peut les manipuler, on peut bidouiller toute la partie des API Android. Et donc forcément, on peut modifier le comportement des applications, voire le comportement des phones. Et ça, c'est très très dangereux, notamment pour les canaux cachés, les canaux de transmission ouverts. Donc on a bien vu, les canaux cachés, c'est bien, c'est cool, c'est super à développer. Le problème, c'est que ça permet de transmettre que peu d'informations. Mais encore une fois, les hackers, ils s'en moquent éperdument, parce qu'ils peuvent mettre en place des canaux ouverts avec du chiffrement qui permet de faire passer de l'information en se moquant éperdument d'être grillé. À savoir qu'en plus, le cloisonnement des applications fait en sorte qu'une application ne pourra pas monitorer une autre à 100%. Donc au final, on s'en moque franchement. Pour terminer, donc les menaces actuelles, si vous suivez M. Eugène Kaspersky, il y a un nombre constant d'applications en constante augmentation, patati patata, notamment les affaires Android Dream. Un des usages faciles d'Android, c'est en tant que cheval de Troie. Pas de malware qui se répand par le market et qui route votre téléphone sans vous demander. Mais si je me place moi en tant que pentester et que je cherche à récupérer des infos sur des éléments d'une boîte, au lieu de passer par le réseau comme on le fait d'habitude en piratant des systèmes, on peut tout à fait envisager de mettre un mouchard très compliqué, un genre de backdoor, de trojan à proprement parler, sur un téléphone d'un employé, et que cet employé le connecte sur le réseau Wi-Fi interne, et après, par le réseau 3G ou par SMS, vous pouvez envoyer des commandes sur le réseau interne et pirater par la suite toute leur connexion. Bon, c'est bien sûr une utilisation qui est ici un petit peu romancée, mais c'est tout à fait envisageable. Est-ce que vous avez des questions sur les différents éléments qu'on a pu voir? Bon, je pense que si vous avez réussi à attraper le message principal, alors il ne faut pas vous alarmer, hein, c'est peut-être Android, c'est pas sécure, Android, ça permet de vous pirater, mais bon, Android, ça reste quand même vraiment un vrai système de hacker, vous pouvez l'utiliser, modifier, le flasher, ça c'est quand même exceptionnel. Après, pour les utilisateurs non techniques, c'est franchement pas un téléphone qu'on va recommander, malheureusement. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. C'est un peu comme utiliser Linux. Avec Linux, on est obligé de s'y connaître un peu, sinon on s'en sort pas. Quoique maintenant, avec certaines distributions, c'est évident. Mais il reste quand même cette partie technique qu'il faut maîtriser pour arriver à utiliser correctement et à bien cerner les contraintes de sécurité, en quelque sorte, qui sont en place sur le téléphone. Ouais, ok. Attends, juste une seconde. Les applications, on peut les sniffer en Wi-Fi. On fait une connexion Wi-Fi classique, on regarde ce que ça transmet, un petit manif de middle classique et hop. SMS, NMS, il faut placer un intercepteur qui se trouve au-dessus de l'application classique. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'on ne connaît pas les priorités en fait qui sont paramétrées par ces applis. Bon, je vais devoir céder la place au prochain conférencier. On a pris un peu de retard, donc il va falloir aller assez vite. Bon, je tiens juste à remercier ici Earth, Emilien Giraud aussi, qui a pas mal bossé avec moi.
Et une personne que je tiens à remercier tout particulièrement, c'est Alexandre Desnaud de l'ESIA, notamment de laboratoire cryptologie et virologie opérationnelle, qui a fait des outils DRE absolument formidables.